Seconde invitée, Valérie Rozou, directrice de recherche FNRS à l'UC Louvain. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez reçu des prix, vous avez une renommée internationale. Vous êtes devenue chercheuse par hasard ou par nécessité? Très bonne question. J'ai en tout cas pas un itinéraire qui est complètement stratégique, une trajectoire, parce que je ne savais pas, enfant ni adolescente, en quoi consistait le métier de chercheur. Ah. Et donc, j'adorais l'école, j'ai une espèce de joie d'apprendre, de grandir, une détermination quand je voyais un nœud en me disant « mais il faut que je le démêle », je ne lâchais pas ma proie. Donc ça remonte loin. Ça remonte, le sens du travail, le goût du travail, oui. Mais après, c'est toute une question de chance et de rencontre avec des profs qui, à la fin d'un parcours, viennent et me parlent du FNRS comme de la Rolls-Royce de la recherche. Oui. Et là, une sensation de résonance et de joie, quoi. Alors, votre boulot en sciences politiques, si j'ose dire, c'est la réconciliation après les conflits, le rôle de la mémoire dans des négociations internationales. Mais dans votre vie privée, vous avez quand même vécu quelque chose de terrible. Vous avez découvert un ancêtre assassiné et sans sépulture pendant la Première Guerre mondiale. Ça fait partie de votre recherche. Oui. Ce qui est très étonnant pour moi, c'est que quand je me suis engagée en philo et en Sciences Po sur ces questions d'usage de la mémoire dans les relations internationales, j'étais juste passionnée et déterminée d'en découdre un peu. Oui. Et c'est 10 ans après, en participant à des colloques, l'un après l'autre, sur les questions de pardon, sur les questions de disparus, etc., que je me dis, il y a autre chose, c'est pas possible. Et là, j'ai cherché dans les archives, pas familiales, mais les archives du Royaume en Belgique, et j'ai découvert cette part un peu secrète en me disant, mais en fait, tout ce sur quoi je fais de la recherche depuis 10 ans est lié, intimement lié à une histoire familiale et à un drame. Et c'était un déni dans votre famille? En tout cas, je ne sais pas si c'est un déni, un oubli, un malaise, ou sans doute pas un secret, mais ce qui était certain, c'est que je prenais au sérieux les gens que j'interrogeais quand ils me disaient que 2-3 générations après ce qui est arrivé, il y avait encore des émotions. Alors, parlons un peu, avant de parler de votre recherche proprement dite, et des exemples concrets dans les guerres d'aujourd'hui, et Dieu sait s'il y en a. Votre méthode de travail, bon, ça exige beaucoup de voyages. Hein. Certains vous surnomment d'ailleurs Mary Poppins parce que vous avez toujours une valise près de vous. Vous sautez d'un endroit à l'autre, vous êtes dans un entre-4 ou un entre-5. C'est ça, votre manière de travailler? Votre posture? Il y a certainement une posture de l'entre 2 ou 3, 4, 5, effectivement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà une posture de l'interdisciplinaire, puisque j'avais fait philo Sciences Po et je travaille avec des historiens, des juristes, des psychologues sociaux, qui sont des compagnons de recherche. Et c'est impossible de travailler sur l'après-guerre sans être à plusieurs à la table avec des approches différentes. Outre l'interdisciplinaire, qui pour moi est naturel, il y a l'international. J'ai étudié les relations internationales, je travaille sur des guerres qui sont internationales. Et dans l'équipe de recherche dans laquelle j'ai la chance de travailler, il y a beaucoup de nations et pratiquement pas de Belges d'ailleurs. Oui. Donc on est de toute façon au-delà des frontières. Et je crois que cet entre-deux, il ne permet pas de s'arrêter dans des transats ou dans des divans. Souvent, mes enfants me disent « mais ça ne sert à rien d'avoir des transats dans le jardin, tu n'y vas jamais ». D'accord, donc il n'y a effectivement pas une posture où on se pose. Oui. Mais c'est juste passionnant. En fait, c'est passionnant quand on est curieux. Vous parlez de vos enfants, mais votre vie de famille, c'est aussi un jeu de piste ou une école de cirque? Oui, à tous les étages. Donc l'école de cirque à tous les étages. Je dirais, c'est comme une aventure. C'est comme une aventure et ça, je crois que le métier de la recherche, en voyageant avec une famille, c'est possible si on a de l'humour, si on a un partenaire qui a de l'humour et qui partage les tâches. Et aussi s'il y a vraiment une forme d'humilité, de réflexivité, parce qu'à un moment, j'en ai une anecdote comme depuis que les enfants avaient 3 mois, je repartais en train, je prenais mon sac à dos et tout, et parfois je me sentais coupable en fait, souvent, très souvent, et je partais tous les dimanches soirs dans un autre pays. Et un jour, je me suis dit, je ne vais pas partir un dimanche soir, je vais rester. J'étais toute excitée. Et là, les enfants me disent, mais tu pars pas? Et là, j'ai vu dans le regard, je disais non, avec une joie énorme, et ils me disaient non. Alors, pour parler de votre recherche, vous êtes un jour au Rwanda et vous croisez une citoyenne qui vous agresse en disant « mais retourne chez toi, il est trop tard ». Une phrase choc pour une chercheuse? Terrible, parce que je ne m'attendais pas à un regard de haine d'une dame que je ne connaissais pas, plus âgée, dans un quartier de Kigali, un peu en dehors du centre. Donc je ne m'attendais absolument pas à une remarque. Et après avoir entendu, mais c'était une phrase qui était jetée en Kinyarwanda, que je n'ai pas tout de suite compris. J'étais avec un doctorant rwandais, et quand il a traduit la phrase, après je mets de la pression pour qu'il me la traduise, je me suis dit, dans le fond, elle n'a pas tout à fait tort.
il est trop tard pour elle. Et comme Belge, chercheuse, il n'y avait absolument pas d'arrogance à avoir. Donc ça a été une brèche importante. Mais bon, après les atrocités de toute guerre, est-ce que l'un peut pardonner à l'autre? Est-ce que le héros du groupe est le criminel de l'autre? Est-ce que c'est possible de pardonner? Sur le plan interindividuel, moi j'ai vu en Afrique du Sud surtout, mais aussi au Rwanda, des individus qui donc des gens qui avaient commis un crime, qui reconnaissaient ce crime, qui regrettaient, qui demandaient pardon, et des gens qui survivaient ou qui avaient été violés ou des choses comme ça, et qui en fait pardonnaient. J'ai assisté à des scènes comme ça et c'est absolument édifiant, c'est impressionnant. Le souci, il y a deux soucis pour moi, c'est quand on prend un cas et qu'on le transforme en norme en disant « mais vous aussi, vous devriez pardonner ». C'est inadmissible pour moi. C'est vraiment super violent, hyper violent. Les gens réagissent et peuvent décider de ne pas pardonner. Et la deuxième difficulté, c'est quand on parle de collectif à collectif où un représentant d'un groupe qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé demande pardon à un représentant d'un groupe 3-4 générations après. Il y a des excuses à présenter, etc. Mais pour moi, le pardon, il est trop tard à ce moment-là. Les gens qui auraient pu dire « oui, nous vous pardonnons » ne sont plus là. Mais comment digérer un passé qui ne passe pas? C'est à la fois indispensable et impossible. Mais donc, il y a des processus qui peuvent être mis en place sur le plan individuel, sur le plan collectif. Et l'idée des recherches, c'est d'étudier tous les processus qui sont mis en place dans différents contextes pour savoir les ajuster au moment où ça se passe. Vous travaillez toujours là où ça fait mal. Là où c'est tragique, en tout cas. Où c'est tragique. Oui. Une guerre, c'est du tragique pur. Une guerre, c'est si je peux utiliser une métaphore, c'est une forêt qui est sèche, en feu. Et après la guerre, on se retrouve dans une espèce de détresse et il s'agit de reprendre arbre après arbre. Parce que c'est le millefeuille de la mémoire? Et alors, chaque arbre comporte en lui, c'est-à-dire chaque individu, un millefeuille de souffrance ou de mémoire blessée, en tout cas pour un peuple entier, que ce soit, je pense à l'Ukraine pour l'instant, mais le peuple ukrainien, il n'y a pas que 2014-2022, il y a toute la période des goulags, toute la période de l'Holodomor, toutes les années 20 avec la volonté d'indépendance. Donc il y a, multi-layers, il y a vraiment différentes couches à traiter. Justement, vous évoquez l'Ukraine, mais ça va prendre des générations pour qu'il y ait à un moment donné une, entre guillemets, réconciliation. S'il y en a une. S'il y en a une, vous dites. Oui, c'est-à-dire que d'abord, après une guerre, on ne compte pas en années, mais on compte en générations, comme vous le dites. Et donc ça donne le vertige par rapport à ce qui se passe. Ensuite, quel est l'objectif? Alors, la réconciliation, c'est comme un horizon d'attente, comme un cap qu'on peut suivre quand on est capitaine de navire, mais ce n'est pas quelque chose qu'on capte, qu'on accroche et qu'on peut obtenir comme ça. C'est un processus qui est souvent jamais irréversible, mais il peut y avoir des rapprochements. Le cas franco-allemand est un exemple remarquable. Donc, des rapprochements entre des anciens ennemis sont possibles, mais ils ne sont jamais irréversibles et ils ne sont pas systématiques. Russie et Ukraine, il faut négocier maintenant ou c'est encore trop tôt? Maintenant, c'est-à-dire en novembre 2024? En tout cas, la question se pose plus maintenant que 2 jours après l'intervention, où des journalistes m'appelaient en disant « Madame Roseau, est-ce qu'il faut négocier maintenant ?» Je dis « Mais non, il y a un temps pour tout. On n'est pas dans le moment de la négociation après une invasion. » Aujourd'hui, plus? Ici, il y a un moment, c'est à eux de décider. C'est certainement pas les tiers ni les médiateurs qui vont décider si c'est le bon moment, si c'est le kairos, mais ça ne pourra fonctionner que quand des deux côtés de la table, les leaders perçoivent la situation comme une impasse qui est trop coûteuse pour eux. Donc tant qu'il y a un des leaders à la table qui pense qu'il pourra gagner militairement, la négociation ne sera pas une vraie négociation. Palestiniens et Israéliens, on négocie quand? Ils n'ont pas arrêté de négocier depuis... Il y a eu des accords de paix pendant... des tentatives d'accords de paix pendant des décennies. Donc à un moment... Les gens disent « nous n'avons plus d'espoir ». Plusieurs personnes que je connais palestiniennes me disent « nous n'avons plus d'espoir, mais il nous reste un peu d'espérance ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir d'une paix dans leur vivant. Ils en sont là, tellement le drame est entier. Mais ils ont peut-être l'espérance pour plusieurs générations plus tard, en se disant « il y a un moment où… » La colonisation chez nous, certains déboulonnent des statues. La cancel culture, ça aide ou au contraire, c'est mauvais pour l'histoire? C'est difficile de répondre à ça en quelques secondes. En une minute. Oui, en une minute. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un travail de mémoire à opérer, je crois, et qui ne peut pas être non polyphonique.
Il faut absolument plusieurs voix à la table, mais il faut une fameuse dose d'humilité, de réflexivité et d'écoute, et notamment d'interlocuteurs qui n'ont pas souvent eu le droit à la parole. Alors, Valérie Rozou, comment vous viennent vos idées? Un rituel? Il y a quelque chose de l'ordre du rituel. Le matin, je cours tous les matins. Donc ce matin, j'ai couru, pas des distances olympiques, mais en tout cas, je commence comme ça. J'ai rendez-vous avec un arbre et 3 oiseaux tous les matins. Et à ce moment-là, quand je cours ou quand je marche en montagne, par exemple l'été, des questions surgissent, des questions de recherche. Et puis après, il y a une phase pour savoir quelle méthodologie, et puis une phase pour l'analyse, et puis une phase qui est aussi de l'ordre de quelque chose qu'on maîtrise moins, qui n'est pas la force du poignet, qui est une phase plus poétique d'écriture, et ça, c'est assez fulgurant, ça va vite. Mais entre les deux moments plus amusants, plus poétiques, il y a le travail en équipe. Merci Valérie Rozou. On retrouve bien entendu tous ces entretiens sur tous les sites d'IPM, La Libre, l'ADH et l'Avenir.